J'ai pris la liberté de renommer légèrement le titre de la conférence, entre ce que vous avez vu en ligne et ce que vous voyez là. J'ai rajouté petites habitudes, parce qu'on a tendance à penser, à associer le terme quantique avec quelque chose d'énorme. Ça va créer des changements incroyables. Et je me suis dit, pour contraster, je vais mettre petites habitudes, parce que ce que vous allez voir d'ici la fin, c'est que les petites choses qu'on a tendance à entendre régulièrement quand on se renseigne sur le bien-être, sur la santé, en fait, elles ont des implications énormes, des effets énormes. Et c'est les choses dont je vais parler aujourd'hui, mais ça sera à la fin. Et je veux que vous écoutiez jusqu'au bout. Ce que je vous propose, c'est qu'on pose les questions à la fin, car c'est conçu pour être, disons, lu, écouté de manière fluide. Et peut-être que vous allez avoir des questions au début qui seront répondues à la fin. Donc à la fin, on fera questions-réponses. En ce qui concerne le plan d'aujourd'hui, donc on va commencer par une introduction. Quand je dis introduction, ça va être un petit peu de définition des termes, parce que j'ai entendu même avant de commencer, qu'est-ce que c'est quantique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on va commencer par ça. Et je vais juste établir les bases pour qu'on ait au moins, qu'on parle à peu près la même langue. Et ensuite, on parlera d'information vis-à-vis du bien-être, on parlera d'énergie vis-à-vis du bien-être, on parlera de ces fameuses petites habitudes, c'est peut-être pour ça que vous êtes là ce soir, donc je l'ai mis quasiment à la fin, pour que vous restiez. Et ensuite, je parlerai de moi, parce que le meilleur pour la fin. Logique. Naturellement. Donc, introduction. Donc, quantique. Donc, effectivement, on a tendance à en manger à toutes les sauces du quantique. On en entend à droite, à gauche, et on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne à l'historique et à l'étymologie du mot. L'historique, le mot, il vient du début du XXe siècle. Il a à peu près 100 ans. Il a été, popularisé par le physicien Max Planck quand il étudiait les corps noirs en chimie. Et l'étymologie du mot, ça vient du latin qui veut dire combien. Donc quantique, ça vient de combien. Donc pourquoi? Je vois la question. J'y viens. C'est parce que ce qu'a identifié Max Planck, c'est que à l'échelle la plus petite que l'on puisse étudier, donc on est à l'échelle des atomes et l'échelle subatomique, donc les atomes, les protons, les électrons, des choses qu'on entend aussi. Ce qu'il a observé, c'est que l'énergie fonctionne par petits paquets. Elle n'est pas continue. Donc si vous voulez visualiser ça, c'est un petit peu la différence entre une rampe et des escaliers. Les escaliers, c'est pas continu, d'accord? L'énergie, c'est exactement pareil, c'est par petits paquets, c'est pas continu. D'où le terme quanta, qui donne naissance ensuite à l'adjectif quantique. C'est de là que ça vient. Et donc ça vient de la physique quantique ou la mécanique quantique il y a à peu près 100 ans. C'est né il y a à peu près 100 ans. Et donc ce que vous voyez dans les images, en haut, c'est c'est plutôt ce qu'on appelle les orbites autour d'un atome. Donc il y a le noyau de l'atome au milieu et autour, il y a les électrons qui gravitent, un petit peu comme des planètes autour du système solaire, du Soleil, dans le système solaire. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne à l'échelle subatomique, ça ressemble plutôt à ce qu'il y a en bas à droite, c'est-à-dire, on appelle ça une fonction d'onde, c'est-à-dire la probabilité que l'électron soit à certains endroits. La physique quantique, c'est assez mystérieux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons ne peuvent pas être entre deux orbites. Ils sont soit une orbite, soit une autre. Ils ne sont pas entre les deux. C'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, c'est associé avec ces quantas. C'est une orbite ou une autre, pas entre les deux. Donc ça, c'est pour le terme quantique. Avec la physique quantique, ce qu'il faut réaliser, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, le terme énergie. On en entend à droite, à gauche. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est que l'univers, selon la physique quantique, est constitué exclusivement d'énergie. C'est tout. Et vous connaissez certainement l'équation d'Einstein, E égale mc2. Cette équation, elle fait le lien entre énergie et matière. Et elle dit que la matière et l'énergie sont équivalents. Donc E, ça veut dire énergie, M, ça veut dire la masse, donc associée à la matière, et le C, s'associe au mot célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Donc ce que cette équation, qui est probablement la plus connue, une des plus connues au monde, elle établit l'équivalence entre matière et énergie. Donc ce qu'on appelle la matière, c'est qu'une forme d'énergie qui est condensée. Mais ce qui est important de savoir, c'est que de l'énergie sans structure, ça ne fait rien. Donc là, on va parler de l'autre composante, si vous voulez, de l'univers. Pourquoi j'ai mis un soleil? Parce que le soleil, ça illustre parfaitement l'équivalence entre énergie et matière. La raison pour laquelle on reçoit les rayons du soleil qui sont des rayons qui contiennent de l'énergie, c'est parce qu'il y a une fusion de l'hydrogène au cœur du soleil qui crée, donc une fusion nucléaire qui crée de l'hélium.
Donc c'est la fusion nucléaire qui libère énormément d'énergie qu'on perçoit ensuite, sous forme d'infrarouge, de lumière, d'ultraviolet, etc. Donc ça illustre parfaitement ce que ça veut dire. E égale mc2, c'est l'équivalence entre énergie et matière. Sauf que, comme je disais, l'énergie, ça ne suffit pas. Parce que l'énergie sans information, c'est le chaos. Donc l'information, ça donne une structure et une fonction à l'énergie. Donc je vous ai mis quelques exemples pour vraiment qu'on se représente. L'ADN, on appelle ça quoi? Le code génétique. Qu'est-ce que c'est un code génétique? C'est de l'information qui informe sur comment fonctionne un organe, un organisme. Le truc barbare en dessous, c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde, c'est ce que je vous ai montré juste avant, qui est représenté en bas à droite. C'est aussi appelé l'équation de Schrödinger. Ça permet de déterminer la probabilité qu'un électron soit à certains endroits. Tout ce que vous devez savoir sur ça, c'est que ça nous donne de l'information sur la position potentielle d'un électron. Donc on reparle d'information, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et ensuite, un exemple qui peut-être parle un peu plus, c'est quoi la différence entre un diamant et du charbon? Parce qu'en termes d'énergie, c'est la même chose. C'est tous des atomes de carbone. La différence, c'est comment ils sont arrangés. C'est leur structure. Et qui dit structure dit une information. D'accord? Donc, sans information, l'énergie, elle est désordonnée. Ça peut être du chaos. Avec information, ça peut devenir la vie. D'où l'ADN. Ce que vous devez savoir pour aujourd'hui, c'est que aussi bien l'énergie que l'information sont tous les deux contenus dans ce qu'on appelle les champs électromagnétiques. Je vais vous donner donc deux exemples. L'information, ça c'est facile à voir si on considère la fibre optique. De nos jours, on a Internet dans beaucoup d'endroits grâce à la fibre optique. La fibre optique, c'est quoi? C'est de la lumière qui transmet l'information qu'on appelle Internet. Que vous regardiez Netflix, que vous regardiez ce que vous voulez. L'autre exemple, c'est la photosynthèse. Qu'est-ce que c'est la photosynthèse? C'est la lumière du soleil qui vient exciter les électrons présents dans la chlorophylle. Cette excitation des électrons qui mène à une cascade de réactions qui vient créer ou synthétiser du glucose, donc du sucre, ainsi que du dioxygène qu'on peut respirer. Donc la photosynthèse, c'est non seulement ce qui nous permet de respirer de l'air respirable, c'est aussi à la base de la chaîne alimentaire, parce que les glucoses, les sucres produits par les plantes, c'est ce qui est mangé par les animaux. Ensuite, les êtres humains mangent les plantes et ou les animaux. Et donc, cette photosynthèse, vous savez certainement, ça convertit donc de l'eau et du dioxyde de carbone, donc H2O et CO2, en glucose et dioxygène grâce au soleil. Donc c'est fondamental. Tout ça pour dire, énergie et information, c'est contenu dans les champs électromagnétiques. Donc la fibre optique, c'est la lumière. La lumière est un champ électromagnétique. Je vais vous redonner dans la diapo d'après, vous allez voir. La lumière du soleil, c'est aussi un champ électromagnétique qui vient frapper la chlorophylle. Pour rappel, ça, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. C'est toutes les fréquences qu'on connaît. Vous les avez certainement toutes au moins entendues une fois. Radio, ça vous parle. Micro-ondes, ça doit vous parler aussi. Infrarouge, au moins deux noms. Visible. Visible, c'est ce qu'on appelle la lumière, tout simplement. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a aucune différence, à part le nom, entre lumière et ondes électromagnétiques. Aucune. La seule différence, c'est que ce qu'on appelle la lumière, c'est des ondes qu'on peut percevoir par la vue. C'est tout. C'est la seule différence. Donc parce qu'on est humain et qu'on a les 5 sens qui créent un peu une illusion, on a tendance à faire des distinctions. Mais en fait, toutes ces choses-là sont les mêmes. Et ensuite, on a les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Un autre concept qui est important, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est le sujet d'une autre conférence que je fais assez régulièrement. C'est vibrations. Quand je dis vibration, c'est les ondes, c'est un peu la même chose. Là, c'est un synonyme, c'est pareil, on a tendance à l'entendre à droite, à gauche. Les ondes qui sont invisibles peuvent structurer la matière. Là, ce que je vous ai montré, ce que je vous montre, c'est deux exemples de ce qu'on appelle la cymatique. La cymatique, c'est C-Y-M-A-T-I-Q-E. Vous l'avez peut-être déjà vu en ligne sur les réseaux. C'est quand on met des plaques, on a des plaques vibrantes sur lesquelles on met soit du sel, soit du sable. Et suivant la fréquence à laquelle on fait vibrer la plaque, ça fait des formes géométriques. Donc ce que la cymatique illustre, c'est que des ondes qui sont invisibles, parce qu'on ne peut pas les voir, peuvent structurer la matière, donc lui donner une forme, et donc lui donner une fonction, et ça on peut le voir.
Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de bien-être. Et ça peut être intéressant de savoir comment ces ondes affectent le corps. Mais là, vous allez peut-être me dire, ok, très bien, mais là, c'est du sable. On n'est pas fait de sable. Ou c'est du sel, on n'est pas fait de sel. On a du sel, mais on n'est pas fait de sel. Ça, c'est l'équivalent dans de l'eau. Ça a été étudié par un chercheur britannique. Et donc, c'est 6 fréquences différentes qui sont émises dans de l'eau, et ensuite, on prend la photo. Donc, les deux à gauche, à droite, c'est des trucs type THC, LSD, donc faites pas ça, je ne suis pas responsable. À gauche, c'est la résonance de Schumann, dont on va parler plus tard. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et en bas, non, c'est en bas Schumann, et en haut, c'est le champ magnétique de la Terre. C'est ce que ça fait sur l'eau, sur les molécules d'eau. Donc tout ce que vous devez savoir, c'est que on est fait de pas mal d'eau. Donc si ces fréquences invisibles affectent l'eau, peut-être qu'elles affectent notre eau. Donc peut-être qu'il y a déjà un lien. Donc, pour conclure cette introduction, bien-être quantique. Donc l'univers, il y a 2 fondamentaux. Il y a l'énergie, la matière première, qui est tout ce qui existe, et ensuite l'information. C'est ce qui permet de structurer et de donner une fonction à cette énergie, à cette matière première. Et donc notre biologie, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, peut bénéficier de cette approche fondamentale, à savoir de s'intéresser aux fondamentaux, à l'énergie et l'information. Je vous ai mis une dernière analogie pour que vous compreniez vraiment. J'ai mis des piles, j'ai mis un sorte de programme informatique. Ce qui nous permet de profiter de la technologie aujourd'hui. C'est d'une part, il faut l'énergie, l'électricité, sinon il n'y a pas de batterie, sinon ça ne marche pas. Mais sans les codes, les programmes informatiques, l'information, il n'y a rien non plus. S'il n'y a que de l'électricité, on n'a rien. S'il n'y a que de l'information, mais il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas non plus. Donc c'est exactement pour ça qu'on va regarder ces 2 facteurs aujourd'hui pour le bien-être. Et donc on va commencer par l'information. Donc vous n'avez pas besoin de tout lire, je vais vous le lire avec vous. Donc l'information, pourquoi c'est un élément clé pour le bien-être, pour le vivant? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour notre corps, l'information provient de l'environnement. Elle influence donc en permanence nos cellules et nos rythmes internes, et donc la façon dont on utilise notre énergie. Dans un instant, je vais vous donner une autre analogie pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Mais donc, pour le moment, mauvaise information, ça veut dire que je gaspille de l'énergie, ou je perds de l'énergie pour rien. Donc je ne suis pas efficient. Et donc je suis fatigué. Quand je n'ai pas d'énergie, je suis fatigué. Donc il y a 2 types d'informations. Il y a les informations internes et les informations externes. Externes, on va les voir juste après. Donc les informations internes, c'est celles qui sont produites par le corps. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la fréquence cardiaque, il y a ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. C'est un peu plus avancé, il faut faire des calculs, mais ça nous donne énormément d'informations sur l'état du système nerveux. Il y a la photocommunication entre les cellules, c'est-à-dire que les cellules, elles communiquent avec des signaux lumineux. On appelle ça des biophotons. Ce n'est pas la seule façon dont elles communiquent, mais c'en est une. Les pensées et les émotions nous affectent. Ça peut se mesurer dans notre neurochimie, ça peut se mesurer de plein de façons. Ça se répercute sur le champ magnétique et le champ électrique du cœur. Ensuite, il y a le microbiote intestinal, donc tous les microbes qui sont dans nos intestins, ils communiquent, c'est une source d'information. Et les traumas du passé. Ça nous influence aussi. Donc ça, c'est les informations internes. Ensuite, on a les informations externes. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, on appelle ça un petit peu le rythme cardiaque de la Terre. Je reviendrai peut-être un peu après dessus. La position du Soleil, nous, ça nous indique, à l'époque, on utilisait quoi? Des cadrans solaires, ça nous donne l'heure. Pour notre biologie, ça donne aussi l'heure. Le chant des oiseaux, quand le corps il entend le chant des oiseaux, il sait qu'il n'y a pas de prédateur. C'est notamment pour ça que le chant des oiseaux calme le système nerveux, parce qu'on sait qu'on est en sécurité. A l'inverse, si vous avez... En ville, c'est un peu difficile, mais si vous êtes en pleine nature et que vous n'entendez plus les oiseaux, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Soit il y a l'orage qui arrive, soit il y a des prédateurs qui rôdent. Donc en général, pour notre système nerveux, on se met en vigilance. On dit, qu'est-ce qui se passe? Les interactions avec la nature, les autres êtres vivants, évidemment. Et ensuite, il y a tout ce qui est le Wi-Fi, les radiofréquences, les écrans. Tout ça, c'est aussi de l'information que notre cerveau prend, notre corps prend. Donc pourquoi tout ça, c'est crucial? Parce que notre corps, il ne fonctionne pas de manière isolée. Il n'est pas isolé de son environnement. Il est continuellement guidé par ces signaux pour
s'adapter en permanence pour être le plus efficient possible pour maximiser ses chances de survie. C'est vraiment l'idée. Et en passant, c'est pas à l'échelle, hein, à droite. Hein. Ok, je vous le dis quand même. Donc ça, c'est l'analogie que je vais vous donner pour en quoi l'information, c'est si important que ça. Parce que là, ça peut vous paraître abstrait, merci. Ça peut vous paraître abstrait. Là, je vais vous donner un exemple qui est très visuel. Imaginez un aéroport qui est très actif. Disons Roissy-Charles de Gaulle. Il y a plusieurs pistes de décollage, plusieurs pistes d'atterrissage, il y a plein de terminaux, etc. etc. Qu'est-ce qui coordonne tout ça? La tour de contrôle. Si la tour de contrôle se plante et qu'elle dit « toi tu atterris alors que l'autre il n'a pas décollé », qu'est-ce qui se passe? Crash. Okay. Donc, dans le corps, si la tour de contrôle ne fait pas son boulot, les crashs, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Okay. Donc c'est pas efficient, c'est pas bien coordonné. Donc qu'est-ce qui joue le rôle de tour de contrôle dans le corps? C'est une partie du cerveau, et le mécanisme qui permet de calibrer, si vous voulez, cette tour de contrôle, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Le principe, c'est le cycle entre le jour et la nuit. Parce que si on revient à l'époque, il y a très longtemps en fait, à l'époque où les premiers organismes se développaient, Mère Nature, elle a cherché quelque chose de prévisible pour pouvoir optimiser ses fonctions biologiques. La chose la plus prévisible de notre environnement, c'est le soleil qui se couche et le soleil qui se lève. Okay. La température, c'est pas prévisible, parce que la météo change. La présence de nourriture, bon maintenant avec les supermarchés, c'est assez prévisible. À l'époque, non. Le signal le plus prévisible dans notre environnement, il faut penser à nos ancêtres, c'est le jour et la nuit. Et donc, très rapidement, Mère Nature, elle a compris que si j'harmonisais mes fonctions biologiques avec le jour et la nuit, j'étais le plus efficient possible, donc je perdais le moins d'énergie possible. Et c'est pareil, à l'époque, il n'y avait pas McDo, donc l'énergie, c'était rare. Il ne fallait pas perdre d'énergie. Tout ça pour dire, aujourd'hui, notre biologie, elle utilise ce qu'on appelle la lumière bleue. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est pour ça que tonton Robin, il porte des lunettes bizarres ce soir. Pourquoi la lumière bleue? Là, il faut regarder le diagramme en haut à droite. Parce que la lumière bleue, c'est aussi quelque chose qui varie de manière prévisible dans la journée. Quand il fait nuit, c'est simple, il n'y a pas de lumière. Au lever du soleil, c'est rouge-orangé. Il y a peu de lumière bleue. Plus le soleil monte dans le ciel, plus il y a de lumière bleue. Au zénith, c'est là où il y a le plus de lumière bleue de la journée, et ensuite ça décroît jusqu'au coucher de soleil. Donc ça donne l'heure. La quantité de lumière bleue donne l'heure, et la saison aussi. Parce que plus le soleil est haut dans le ciel, comme en été, plus il y a de lumière bleue. Donc la quantité de lumière bleue dans notre environnement influence toutes nos horloges biologiques. Et donc ce rythme circadien, il contrôle chacune des cellules de notre corps. Toutes. Et elles répondent toutes à la tour de contrôle, si on reprend l'analogie. Et donc cette horloge maîtresse, c'est ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Vous n'avez pas besoin de le retenir. C'est dans le cerveau, c'est au niveau de l'hypothalamus. D'un point de vue biochimique, parce que là je vous parle de choses abstraites, d'un point de vue biochimique, au niveau de nos hormones, cette alternance entre jour-nuit, avec la quantité de lumière bleue qui monte et qui descend, ça se manifeste par une relation antagoniste entre le cortisol et la mélatonine. Quand je dis relation antagoniste, ça veut dire que de la même façon que je ne peux pas inspirer et expirer en même temps, je ne peux pas avoir beaucoup de cortisol et beaucoup de mélatonine en même temps. Quand il y en a un qui est haut, l'autre est bas, etc. Le cortisol, on a tendance à le surnommer l'hormone du stress. C'est aussi l'hormone de l'éveil. C'est-à-dire qu'il monte, le cortisol monte quand il y a de plus en plus de lumière bleue, notamment le matin. Et c'est naturel. C'est comme ça qu'on n'a pas la tête dans le chou. C'est aussi pour ça que si on prend de la mélatonine le soir pour s'endormir, si on ne fait pas ce qu'il faut, on a la tête dans le chou le lendemain. Parce que ça bloque le cortisol. Donc on n'est pas éveillé. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, si vous voulez. Et donc quand on n'a pas le rythme circadien, donc le cycle jour-nuit, donc la quantité de lumière bleue qui est en harmonie avec le soleil, ça crée des déséquilibres. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit avec la tour de contrôle? Quand elle ne fait pas son boulot, il y a des crashs, donc il y a de l'inflammation, il y a des répercussions. Donc ça, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles l'information, c'est important pour le corps.
Je vais vous donner un autre exemple qui est très concret, vis-à-vis de la thyroïde. Là, on ne va pas parler de lumière bleue, on va parler d'ultraviolet, qui sont aussi des rayons émis par le soleil, mais qui ne sont pas visibles. Lorsque la lumière ultraviolette rentre dans l'œil, elle stimule ce qu'on appelle un photorécepteur. Les photorécepteurs, vous en connaissez tous, ce qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Hein, vous avez entendu parler, je suppose. C'est des photorécepteurs qui sont visuels, c'est-à-dire qui nous permettent de voir. La rétine contient aussi des photorécepteurs qui sont non visuels, c'est-à-dire qui ne servent pas à voir, ils servent à d'autres choses, comme le rythme circadien juste avant. La façon dont le noyau suprachiasmatique est activé, c'est parce qu'il y a des photorécepteurs qu'on appelle la la mélanopsine dans la rétine, qui sont non visuels, qui communiquent avec le cerveau. Pour la thyroïde, avec les ultraviolets, c'est un autre photorécepteur qui n'est pas visuel, qui ne nous permet pas de voir, mais qui capte les ultraviolets. Il s'appelle la neuropsine. Et ce qu'il faut savoir avec celui-là, c'est que quand il est stimulé par les ultraviolets, il va communiquer à nouveau avec le cerveau pour sécréter de la TRH, qui est le précurseur de la TSH. Donc pour ceux et celles qui ont fait des prises de sang pour la thyroïde, souvent c'est la TSH. La TRH, c'est le précurseur de la TSH. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour moi, si on a des problèmes de thyroïde et qu'on fait juste une prise de sang et qu'on essaie de deviner ce qui se passe sans gérer l'environnement lumineux et bien sûr l'alimentation et d'autres choses, on n'a pas tous les éléments. Donc on tourne en rond. Là, si on fait les choses bien, on a la bonne information pour que la thyroïde fasse son boulot. Et ce que j'ai marqué en bas, c'est que les lunettes de vue et de soleil perturbent ce mécanisme. Les lunettes de soleil sont conçues pour bloquer les UV. La majorité des lunettes de vue et même les lentilles de contact bloquent aussi les UV. Donc ça perturbe ce mécanisme. Et plein d'autres mécanismes qui affectent nos hormones. Et aussi notre capacité à brûler des graisses, voilà, les choses qui nous boostent un petit peu l'humeur, etc. Quand on parle d'information, donc là c'est pareil, je ne vais pas aller trop en détail parce que ça pourrait être une conférence juste sur ce sujet-là, mais quand on parle d'information, c'est peut-être intéressant d'avoir un réseau de communication. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? La fibre optique, j'ai parlé de fibre optique tout à l'heure, s'il n'y a pas les fibres optiques, ça ne circule pas. Donc, dans le corps, il y a des choses qui peuvent servir de réseau de communication, et notamment le fascia. Alors le fascia, c'est pareil, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un tissu qui est continu. Donc là, je vous liste quelques-unes des propriétés, c'est pareil, on ne va pas en détail, juste des propriétés qui sont pertinentes pour notre discussion ce soir. Donc c'est un tissu qui est continu. Qu'est-ce que ça veut dire continu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ça ne se coupe pas, ça relie tout à tout. Donc il soutient et il sépare, les deux sont importants. Ça soutient, sans le fascia, on serait au sol par terre, on ne tiendrait pas, et ça sépare. Pourquoi c'est important de séparer? C'est très important notamment pour les chirurgiens, parce que ça permet de faire une incision qui ne va pas détruire les organes à côté. Ça permet de cloisonner l'incision, la chirurgie. Donc ça soutient et ça sépare les muscles, les os, les organes et les vaisseaux sanguins, et tout un tas de choses. Ce qui est important de savoir avec les fascias, ou le fascia, c'est que ça relie du visible à l'invisible, du macroscopique au microscopique. Donc c'est pas juste les muscles à l'échelle visible, ça va jusqu'à l'intérieur de nos cellules. Donc ça relie tout, à toutes les échelles. Donc c'est pas mal pour un réseau de communication. Son architecture, donc là vous voyez en haut à droite, je vous ai montré tout à l'heure l'ADN. L'ADN en général, on connaît, c'est la double hélice. Le fascia, ça c'est une fibre de collagène. Collagène, vous connaissez certainement aussi. Le fascia, c'est fait de collagène, et de d'autres choses, mais surtout de collagène. Le collagène, c'est une triple hélice. Et si vous savez quelque chose en architecture, si on veut un câble rigide, on le tresse. Donc son architecture permet la propagation des forces à travers le corps, donc des forces aussi mécaniques, pour quand on fait du sport, etc. La formation de fascia, je fais ça rapidement, je fais exprès de pas aller dans les détails, mais ça forme ce qu'on appelle des nanotubes. Les nanotubes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet la conduction des protons. Donc pas des électrons, des charges négatives, mais des protons, les charges positives. La conduction des électrons, on appelle ça l'électricité. La conduction des protons, on appelle ça la proticité. C'est aussi une source d'information. Donc ces nanotubes, c'est une autre autoroute de l'information. Et enfin, une chose qu'on sait sur le fascia, c'est que ça a une propriété qu'on appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité, elle est capable de convertir des contraintes mécaniques, comme le mouvement, la pression, en signaux électriques. Ça marche dans les deux sens. C'est très utilisé dans l'horlogerie avec les cristaux de quartz pour faire bouger l'aiguille. Ça convertit l'électricité de la pile en quelque chose de mécanique, et inversement,
pour les fascias. Si je bouge, on va en parler à la fin avec les petites habitudes justement, quand je bouge, je génère de l'électricité. Une autre chose qui est intéressante, c'est que l'eau, le fascia, il est entouré d'eau. Et ce qu'il faut savoir vis-à-vis de l'eau, c'est pareil, je fais des conférences exclusivement sur l'eau, mais aujourd'hui on va juste faire les bases, c'est que l'eau, dans le corps et en particulier autour du fascia, n'est pas sous forme liquide, comme celle que je bois. Elle est sous forme de cristal liquide. Cristal liquide, c'est rien d'ésotérique, vous en avez tous dans la poche, ça s'appelle un écran. Un écran LCD, ça veut dire Liquid Crystal Display, écran à cristaux liquides. Donc on sait très bien que ça existe, c'est pas ésotérique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle ça une mésophase. Une mésophase, ça veut dire que c'est ni solide ni liquide, c'est entre les deux. D'accord ? L'eau solide, on appelle ça de la glace. L'eau liquide, on appelle ça de la flotte. Et l'eau gazeuse, on appelle ça de la vapeur. Une mésophase, c'est entre les deux. Et entre le solide et le liquide, c'est un cristal liquide, c'est ce qu'il y a dans le corps. Et donc, entre autres, c'est ce que vous voyez à droite, ce cristal liquide, il forme une structure hexagonale, un petit peu comme une ruche d'abeille, qui donc crée un environnement qui est propice aux échanges électromagnétiques. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça encourage la communication dans le corps. Comme c'est partout autour du fascia, ça connecte tout à tout et ça permet donc cette circulation de l'information. Et une dernière chose que je vais écrire, que je mentionne sur les cristaux liquides, contrairement à des cristaux solides, on connaît les cristaux solides, bah là ça peut bouger, ça peut changer de géométrie, tout en conservant ses propriétés cristallines. Un cristal solide, on peut le casser, mais bon, ça bouge pas grand-chose. C'est pas terrible pour du vivant. Cristal liquide, c'est pas mal. Okay. Ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles, enfin, toutes les raisons non, beaucoup de raisons pour lesquelles l'information c'est important et pourquoi c'est plausible que ça fonctionne dans le corps, comment ça fonctionne dans le corps, quelques exemples cliniques et comment ça circule dans le corps. Je vous ai mis tout ça pour que vous compreniez tout à l'heure quand je parle des petites habitudes. Donc maintenant, on va parler de l'énergie. Comment fonctionne l'énergie dans le corps? L'énergie dans le corps, donc le corps ne brûle pas de calories. Souvent on dit je vais brûler des calories en faisant du cardio. C'est un abus de langage, on comprend tout ce que ça veut dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc le corps ne brûle pas de carburant comme un moteur. L'énergie, elle provient principalement de l'extraction et du déplacement des électrons, ce qu'on appelle de l'électricité. Les électrons qui bougent, c'est de l'électricité. Et donc la santé, ce qui nous intéresse, le bien-être, dépend d'un potentiel électrique suffisant. Potentiel électrique, ça veut simplement dire que la batterie elle est chargée, qu'il y a suffisamment d'électrons qui sont stockés. Quand les électrons sont stockés, il y a un potentiel électrique. Voilà. Pourquoi j'ai mis pH entre parenthèses? Donc pH, vous connaissez certainement, mesure de l'acidité et de l'alcalinité, parce que le pH, c'est directement influencé par les électrons. Le pH, c'est intimement lié avec la quantité d'électricité dans une solution. Ce n'est pas exactement la même chose, mais plus j'ai d'électrons dans une solution, plus je vais vers l'alcalin. Plus je manque d'électrons, plus je vais vers l'acide. Donc, il y a une équivalence entre quantité d'électrons et pH. Donc, comment circulent ces électrons dans le corps? Donc, j'ai parlé juste avant du fascia et de l'eau structurée. J'en ai parlé pour l'information, mais en fait, ils sont aussi pertinents pour l'énergie. Vous allez voir dans un instant. Ce qu'on appelle la chaîne de transport des électrons, c'est dans nos mitochondries. Les mitochondries, c'est des petits organes dans les cellules, des organites, qui permettent de produire l'énergie. On appelle ça les centrales énergétiques de nos cellules, si vous voulez. Ce n'est pas les seules choses qu'elles font, mais c'est ce qu'elles font principalement. Et en fait, les mitochondries, ce qu'elles font, elles ne vont pas brûler des calories. Elles vont extraire des électrons du glucose, des matières grasses, etc., pour les faire circuler dans cette chaîne de transport, pour faire tourner une turbine à la fin et produire de l'énergie. Donc ce n'est pas une question de calories. Vous savez comment c'est mesuré les calories? Dans une bombe calorimétrique en laboratoire, en faisant cramer un aliment. Et on mesure la différence de température de l'eau et on en déduit combien il y a de calories dans cet aliment. C'est comme ça qu'on mesure les calories. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans le corps. Mais ça peut servir. C'est juste qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Donc l'eau, j'en reparle à nouveau. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un cristal liquide, que c'était pas mal pour faire circuler l'information, faire circuler des électrons. Ce qu'il faut savoir sur l'eau, c'est que ça sert aussi de batterie. Donc le diagramme à droite, je vais vous l'agrandir pour que vous représentiez vraiment ça correctement. Mais donc, lorsque l'eau, elle est en contact, donc lorsque l'eau liquide,
elle est en contact avec des surfaces hydrophiles. Hydrophiles, ça veut juste dire qui aiment l'eau. Comme les membranes cellulaires, qui sont littéralement partout, et le fascia, qui est littéralement partout. Cette eau, elle adopte cette structure ordonnée que vous avez vue tout à l'heure, avec les hexagones. Donc ce qu'il faut savoir avec ce premier point, c'est que ça se fait tout seul, en fait. C'est assez magique. Mais donc cette eau devient structurée. Quand elle se structure, ça vient créer ce qu'on appelle une zone d'exclusion. Je vais le mettre en plus gros après, mais c'est les moins que vous voyez au milieu. Il y a un truc gris, ensuite il y a les moins, ensuite il y a les plus. Les moins au milieu, c'est ce qu'on appelle la zone d'exclusion. Je vais le mettre en plus gros pour que vous compreniez. Cette zone d'exclusion, c'est une région où donc l'eau devient plus structurée et elle exclut, d'où son nom, les impuretés. Donc ça veut dire que tout ce qui est plus gros qu'un électron, c'est-à-dire à peu près tout, ne peut pas rentrer. Ça a des implications pour la détox. Parce qu'aucun pathogène, aucune toxine ne peut pénétrer la zone d'exclusion. Aucune. Rien. Donc je vais venir après tout à l'heure sur les petites habitudes, comment on fait pour en avoir le plus possible de cette zone d'exclusion, parce que c'est important. Et ce qu'il faut savoir ensuite sur cette zone d'exclusion, au-delà du fait que ça permet de dégager les toxines potentielles, c'est que ça induit une séparation des charges. Donc vous avez vu, il y a les moins d'un côté et les plus de l'autre. Donc la zone d'exclusion, elle est chargée négativement, elle est pleine d'électrons, et le reste, c'est chargé positivement. Quand on a du moins et du plus d'un côté, ça fait quoi? Une batterie. Okay. D'où le diagramme que vous voyez là. Donc ça se fait naturellement dans le corps. Le gris, à gauche, ça représente une surface hydrophile. Donc ça peut être la membrane d'une cellule, ça peut être le fascia, ça peut être n'importe quoi quasiment dans le corps. Donc ça se fait en permanence dans une certaine mesure. Ce qu'on veut, c'est en avoir le plus possible pour exclure potentiellement les toxines, les pathogènes, pour protéger, parce que du coup c'est un petit peu un gel, en texture, en consistance, c'est un peu un gel, comme la confiture si vous voulez. Donc ça protège les membranes, ça protège aussi les vaisseaux sanguins, donc ça a des répercussions pour la santé cardiovasculaire aussi. Et ça permet de stocker des électrons, donc d'avoir plus d'énergie. Pas mal. Mais je ne m'arrête pas là. Vous avez peut-être déjà entendu parler des antioxydants. On nous en rabâche pas mal, on entend à droite à gauche. Ce que vous devez savoir avec les antioxydants, c'est que c'est simplement des molécules, comme celle à droite, qui ont plein d'électrons et qui peuvent les donner à un oxydant. En d'autres termes, un oxydant, ce dont on veut se débarrasser, c'est une molécule à gauche qui a perdu un électron. Un antioxydant, c'est une molécule comme celle de droite qui a plein d'électrons et qui peut lui en donner. Donc c'est un petit peu l'oxydant, c'est un enfant qui a perdu sa maman et qui court partout parce qu'il panique. Il a besoin de son électron, de sa maman. Un antioxydant, c'est juste une molécule qui a plein d'électrons qui peut en donner. Le problème, c'est que les antioxydants comme la vitamine C ou la vitamine E, si on a beaucoup d'oxydation, donc beaucoup d'oxydants, eux-mêmes vont devenir des oxydants. Donc c'est pas parfait. Si le corps n'a pas les ressources pour les recycler, la vitamine C, ça devient un oxydant qui a besoin de son propre antioxydant. Par contre, si vous avez lu entre les lignes, ça veut dire que si vous avez plus d'électrons, vous avez une ressource infinie d'antioxydants. Si vous avez suivi. Et c'est l'antioxydant primordial, puisqu'il n'est pas attaché à une molécule, il est juste là. Il peut immédiatement s'attacher à un oxydant. Donc je vous donne une autre raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir plein d'électrons. Donc c'est l'énergie cellulaire, c'est antioxydant, ça permet, on va maintenir aussi la zone d'exclusion de l'eau, dont je parlais juste là, pour protéger certaines structures et dégager les toxines. Donc c'est intéressant. C'est ça que je veux dire par bien-être quantique. Parce que c'est à l'échelle microscopique, mais ça a des implications énormes. Donc là, on va parler des petites habitudes. Donc là, vous êtes peut-être un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il vient de me raconter? Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais simplifier les petites habitudes en 3 catégories, très simples. Et vous allez comprendre exactement pourquoi on fait ça. Et je me suis même gratté la tête pour vous trouver quelque chose qui est facile à mémoriser. J'ai mis 3 C, 3 mots qui commencent par un C. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Donc, concrètement, aussi un C, concrètement, si on veut mettre en pratique tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, on veut faire 3 choses. On va avoir suffisamment de charge, donc d'électrons, charge électrique. On veut avoir ce qu'on appelle de la cohérence, donc une information qui induit de la cohérence, plutôt que du chaos. Donc charge, c'est suffisamment d'énergie. Cohérence, ça veut dire la bonne information. Et conductivité, ça veut dire le bon réseau de communication.
Si on n'a pas le bon réseau de communication, ça marche moins bien. Vous suivez la logique? Donc, on va simplement explorer comment faire pour soutenir les trois. Donc, charge. On va commencer par la charge. On veut recharger les batteries. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est littéral, parce qu'on va parler d'électricité. Mais donc, pour récapituler, le corps a besoin d'un apport constant d'électrons pour fonctionner. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir le bon potentiel électrique et alimenter donc les réactions biochimiques. L'électricité se répercute sur la biochimie. Je ne l'ai pas détaillé, mais sans électricité, il n'y a pas de biochimie, ou ça ne fonctionne pas aussi bien. Donc, je mentionne 4 façons de faire le plein de charge. La première, c'est ce qu'on appelle la mise à la terre. Donc, comme un circuit électrique qu'on branche à la terre, nous, on est censé être connecté à la terre. Censé. Donc, on est censé être pieds nus sur une surface naturelle, normalement, comme nos ancêtres, tout le temps. Sauf que maintenant, on a du béton, on porte des chaussures qui ont des semelles en caoutchouc, donc c'est pas conducteur, donc ça marche pas. Mais la planète, la surface de la planète, est une source quasi infinie d'électrons. C'est pareil, la nature est bien faite. Comment ça fonctionne? À chaque fois qu'il y a de la foudre qui s'abat sur la planète, ce qui, même s'il fait beau là, chaque seconde sur l'ensemble du globe, il y a une centaine d'éclairs. Des centaines d'éclairs dans cet ordre de grandeur-là. Donc chaque seconde, en permanence, la surface de la Terre, elle est chargée électriquement. Et ça circule à la vitesse de la lumière, donc plutôt vite. Donc à chaque fois qu'on se met pieds nus sur une surface naturelle, on va absorber une partie de ces électrons. C'est notamment pour ça qu'on a des glandes sudoripares, donc les glandes pour la sueur, sous les pieds. Pourquoi on les aurait gardées? Parce que ça augmente la conductivité électrique. Donc ça nous permet de mieux absorber les électrons. Okay. C'est les mêmes glandes qu'on a sur les mains, c'est pour ça qu'on a les mains moites, dans certains cas. On a les mêmes sous les pieds, pour mieux absorber ces électrons. La mise à la terre, ça permet aussi, j'en ai pas parlé je crois après, mais ça permet aussi d'être en contact avec le champ magnétique de la Terre et la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, elle est en alignement parfait avec les ondes cérébrales de type alpha, celles qu'on atteint quand on médite. Donc ça induit un état plus calme, plus méditatif, quand on est en contact avec la Terre, parce qu'on est en résonance avec la résonance de Schumann. Okay. Ensuite, non, on ne le fait jamais. On ne le fait pas assez. On fait ce qu'on peut, il y a des appareils pour le faire, mais idéalement, on va même sur la plage de Galets. Le meilleur endroit d'ailleurs pour le faire, c'est littéralement les pieds dans l'eau de mer. Parce que comme c'est salé, c'est une meilleure conductivité, c'est la meilleure façon de le faire. Optimiser la digestion. Donc là, c'est un peu indirect, mais si ma digestion ne fonctionne pas, je ne peux pas donc décomposer les glucides, les lipides et les protéines que je consomme. Donc non seulement si je ne les digère pas, si je ne les décompose pas, ça va créer de l'inflammation, donc des ballonnements, mais en plus, je ne vais pas pouvoir les absorber et les transformer en électrons. Donc non seulement j'ai plus d'inflammation, mais en plus j'ai moins d'électrons. Donc évidemment, on veut une bonne digestion. Une bonne digestion, j'en parle à tort et à travers en ligne sur YouTube, ça nécessite un estomac qui fonctionne, un foie qui fonctionne, un pancréas qui fonctionne, etc. Ça nécessite de bien mâcher, ça nécessite de bien s'hydrater entre les repas, etc. etc. Mouvement, j'ai parlé tout à l'heure de la piézoélectricité. Donc à chaque fois qu'on bouge, on génère des électrons, gratuitement. C'est pas mal. Le dernier que je vais mentionner, c'est les ultraviolets, qui sont un peu controversés. C'est mon sujet préféré. Pourquoi c'est pertinent vis-à-vis de recharger les batteries? Il existe ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est le seul prix Nobel que Einstein a reçu. Il n'a pas reçu de prix Nobel pour le reste. Pour l'effet photoélectrique, il a reçu un prix Nobel en 1921. L'effet photoélectrique nous dit que lorsque des rayons électromagnétiques, comme les ultraviolets, frappent un semi-conducteur, ça génère des électrons, ça libère des électrons. Et s'il y a un circuit électrique à côté, comme les fascias et l'eau, ces électrons ils vont circuler. Donc en d'autres termes, quand on s'expose aux ultraviolets, sainement, intelligemment, progressivement, on peut générer des électrons. Et plus on a de mélanine, la mélanine c'est ce qui nous fait l'aspect bronzé, plus on peut générer d'électrons. Donc ça c'est la partie, recharger les batteries. Vous voyez, c'est plutôt simple. Pieds nus, bon, c'est pas tout le temps faisable, mais pieds nus, s'exposer au soleil, bouger et bien digérer.
Ensuite, maintenir la cohérence. D'abord, j'aimerais attirer votre attention vers le petit schéma de droite, je l'aime bien. C'est l'harmonie entre le cœur et la tête. On a tendance à être beaucoup trop là-dedans. Idéalement, la cohérence, on appelle ça la cohérence cardiaque, la technique de respiration, que vous connaissez certainement. Ça permet d'harmoniser un petit peu les deux, à travers la respiration. Donc, le corps, il ne fonctionne pas seulement avec de l'énergie, comme je l'ai dit au début, il a besoin d'une orchestration précise de l'information pour éviter ce que j'appelle la cacophonie biologique. Donc c'est une autre analogie que j'aime bien utiliser. Si vous regardez un groupe de jazz, dans un groupe de jazz, tous les musiciens improvisent, par définition. Ce qui différencie un bon groupe de jazz d'une cacophonie, c'est la cohérence entre les musiciens. Donc, notre corps, il a plusieurs milliers de milliards de cellules, donc plusieurs milliers de milliards de musiciens. Il faut de la cohérence pour que ça fasse un bel orchestre. Okay. Comment on fait ça? Première chose, rythme circadien. J'en ai parlé tout à l'heure. À nouveau, c'est pour ça que je porte ces drôles de lunettes. Donc, idéalement, soleil le matin. Idéalement, quand on va au soleil le matin, c'est sans lunettes, pour avoir le bon signal comme quoi le jour a démarré, a commencé. Et autant que possible, je sais que c'est pas tout le temps faisable pour tout le monde, mais autant que possible, il y a plein de techniques pour le faire, réduire la lumière artificielle la nuit. Donc ça peut être filtrer les écrans, il y a des applications gratuites. Ça peut être choisir des lampes tamisées ou des lampes de sel qui sont un petit peu orangées. Ça peut être réduire la luminosité de la télé. Hein. On va juste dans les réglages, on réduit la luminosité. Et si vous êtes un peu fou, portez des choses comme ça. Ça marche aussi. Ensuite, pour ce qui est... Donc ça, c'est probablement le plus important en termes d'énergie. On ne les fait pas ces lunettes-là, avec les verres rouges? Non, il y a des marques particulières. Et les lunettes vendues par les opticiens qui filtrent la lumière bleue, la majorité ne servent à rien. Ouais. Okay. On peut tester ça avec un spectroscope. On met la lunette sur le capteur du spectroscope et on met de la lumière bleue au-dessus et on voit qu'elle n'est pas filtrée. Okay. La majorité. Je ne peux pas dire tous, parce que je ne les ai pas tous vérifiés, mais il y en a une grande partie qui ne fonctionne pas. Ensuite, pour ce qui est la cohérence, des sons naturels. Donc, pas les klaxons à 9 h le matin. C'est les sons naturels, c'est... Le coq. Voilà, le coq. C'est les oiseaux le matin, au printemps, surtout en ce moment. Et tout ça, comme je le disais au début, ça influence le système nerveux. Si vous avez déjà entendu parler du nerf vague, oui. Le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien, c'est le chef du système nerveux parasympathique. Et le nerf vague, il est notamment stimulé par ce type de choses-là. Il y a plein de façons de le stimuler, mais c'en est une. Ensuite, oui, donc les vagues, le chant des oiseaux, les vagues, etc. Idéalement, réduire la technologie, surtout le soir. Donc, je vous rassure, j'utilise aussi mon téléphone le soir, j'utilise aussi mon ordi le soir. Il y a des méthodes pour le faire sainement. Moi, par exemple, je filtre mon écran. J'ai mon téléphone avec un écran rouge, je peux vous montrer après. Il y a des façons de faire. Pourquoi j'ai mis 3D? C'est un petit modèle qui permet de savoir comment je peux diminuer au maximum, enfin le mieux possible, mon usage de la technologie de manière pragmatique. Donc 3D, c'est dans l'ordre. Si je peux, je déconnecte. Forcément, si je déconnecte, ça marche bien. Si je ne peux pas déconnecter, je passe au D suivant, à savoir, je réduis la durée. Donc si je ne peux pas réduire la durée, parce qu'il faut que j'y sois, j'augmente la distance avec la technologie. Donc ça ne peut pas, forcément, si je suis sur un ordinateur, je ne peux pas mettre plus loin, mais la distance, par exemple, par rapport à mon routeur Wi-Fi. Plus je suis loin du Wi-Fi, moins ça fait de dégâts. Quand j'ai le téléphone à l'oreille, c'est pas très bon. Si j'ai le téléphone là en haut-parleur, c'est beaucoup mieux. Parce que là, c'est juste à côté du cerveau. Okay. Sachant que, en ce qui concerne la distance, c'est quelque chose qui fonctionne de manière exponentielle. C'est-à-dire que si, au lieu d'être à 1 cm du cerveau, je suis à 2 cm, ça ne divise pas l'intensité par 2, mais par 4. C'est au carré. Donc si au lieu de 1 cm, je suis à 4 cm, c'est 16 fois moins puissant. Pas 4 fois moins puissant. Okay. C'est la loi inverse carré. Donc ça, c'est réduire la technologie. Ça va être en haut-parleur, ça va être une cacophonie. ou alors avec les écouteurs. Mais les Bluetooth, ça fait pas de... Alors les Bluetooth, le problème, c'est que ça émet des ondes directement dans le cerveau. Ouais, il faut le filaire. Il faut le filaire, et voilà, tout simplement, comme à l'époque. Et ensuite, tout ce qui est respiration, cohérence cardiaque, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. De manière générale, quand on respire lentement, ça induit la cohérence, ça calme. A l'inverse, quand je respire vite, ça induit un état d'anxiété. Hein, si vous regardez quelqu'un qui fait une crise de panique, il respire vite.
Tout ce qui est méditation, tout ce qui est gratitude, tout ce qui est les fréquences positives qu'on peut trouver sur YouTube à tort et à travers. Voilà. Toutes ces choses-là, ça induit un état de cohérence. Aussi être avec des belles personnes, entouré de belles personnes, et pas des gens qui nous prennent la tête, etc., etc. Il y a aussi tout ce qui est le travail émotionnel. C'est un autre sujet, ça pourrait être une conférence à lui tout seul, mais ça joue là-dedans. Parce qu'en gros, des émotions négatives dont on n'arrive pas à se débarrasser, ça vient parasiter nos informations. Et ça peut créer beaucoup de problèmes. Et le problème, ce n'est pas les émotions négatives, le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les gérer. Et enfin, optimiser la conductivité. Donc on a parlé de charge, on a parlé de cohérence, maintenant on parle de conductivité. Donc le corps, il transmet cette énergie et cette information à travers un réseau. Et donc le fascia et l'eau structurée, comme j'en ai parlé avant, ils jouent un rôle clé là-dedans. Donc ce qu'on veut, c'est prendre soin de notre fascia, et ce qu'on veut, c'est prendre soin de notre eau structurée, tout simplement. Là, c'est aussi une des choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est vous exposer aux infrarouges. La meilleure source d'infrarouges, c'est à nouveau le soleil. L'avantage des infrarouges, c'est qu'il y en a du lever au coucher. Les ultraviolets, il n'y en a pas au début et il n'y en a pas à la fin. C'est que quand le soleil il est plus haut dans le ciel. Et les infrarouges, ils sont inoffensifs, ils sont extrêmement réparateurs, et notamment, et c'est là que c'est pertinent pour nous, ça augmente la quantité d'eau structurée de 400%, jusqu'à 400%. Donc vous vous souvenez de la zone d'exclusion, ça peut la quadrupler. Donc c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on peut soutenir la détox au niveau cellulaire. Okay. Parce que ça va vraiment dégager les pathogènes, les toxines, etc. Tellement que c'est pour ça que certaines personnes, quand elles font du sauna c'est une autre source d'infrarouge, parce que la chaleur des infrarouges, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sentent mal quand ils font du sauna, parce qu'ils détoxent trop vite. Okay. Donc pour certaines personnes, le sauna, il faut commencer 5 minutes. Okay. Le feu, c'est une source d'infrarouge, donc si vous avez la chance d'avoir une belle cheminée, ça marche. Une autre source d'infrarouge, c'est les câlins, ça marche bien aussi. Donc voilà, infrarouge, très important. Les mouvements, bouger, c'est pas juste une question de piézoélectricité et de générer de la charge, c'est aussi prendre soin de nos fascias. Pourquoi ample? Parce qu'au moins, on n'est pas raide. Quand je fais toujours les mêmes mouvements, je me raidis. Et ça, le fascia, il n'aime pas. Et des mouvements doux, alors c'est pas que je suis contre les mouvements plutôt bruts, c'est que tout le monde n'est pas prêt pour des mouvements bruts. Les mouvements doux, en général, on peut tous les faire. On peut tous adapter de sorte à pouvoir les faire. C'est pour ça que j'ai mis du yoga, c'est pour ça que j'ai mis du tai chi. C'est des mouvements qui sont très doux et qui ont des vertus aussi énergétiques. D'accord ? Et donc ça permet d'éviter les adhérences, ce qu'on appelle les adhérences. Quand on a une cicatrice, par exemple pour les femmes, la césarienne, ça crée des adhérences. Et qui dit adhérence dit ça ne circule pas bien. Okay. Donc le fait de bouger, ça permet au moins de maintenir une certaine fluidité dans nos tissus. Et ensuite, tout ce qui est massage, tout ce qui est étirement, et le travail énergétique, comme l'acupuncture, tout ça, ça va travailler avec le fascia aussi. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les fascias peuvent coller, c'est pas juste les cicatrices physiques, c'est aussi les cicatrices émotionnelles, les traumatismes, okay, qui se bloquent dans nos fascias, qui se bloquent dans certains des organes, etc. Pourquoi j'ai mis acide hyaluronique, que vous connaissez certainement? Parce que quand je masse un point où il y a de l'adhérence, ça va synthétiser de l'acide hyaluronique, et le rôle de l'acide hyaluronique, c'est d'attirer de l'eau à un endroit. Parce que l'acide hyaluronique, il peut attirer 1000 fois son poids en eau autour de lui. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que l'eau, le type d'eau qui est autour de l'acide hyaluronique, c'est de l'eau structurée. C'est pas de la flotte. C'est pour ça que ça donne un aspect ferme à la peau. C'est pour ça qu'on le vend en cosmétique. Et donc voilà, ça permet de libérer les tensions. Voilà. Ça, c'est pour les petites habitudes.